Ma femme est partie sans un mot après un voyage entre filles et est revenue des années plus tard en espérant le pardon, mais j'ai choisi d'avancer. On entend souvent des phrases comme « je ne l'ai pas vu venir ». C'est exactement ce qui m'est arrivé. Bien que j'ai été marié à ma femme pendant les 4 années que nous avons passées ensemble, pour être honnête, je pensais que tout allait bien. Dans l'ensemble, je croyais que nous étions en accord et que nous avions des projets, un plan de vie bien établi. Le problème, c'est que nous voulions tous les deux des enfants, ou du moins je croyais que c'était le cas. Dès que nous nous sommes mariés, nous avons commencé à en parler sérieusement. Elle exprimait constamment son désir d'avoir 2 ou 3 enfants, parlait des prénoms qu'on leur donnerait, de la décoration de la chambre, et de tout le reste. Elle passait même du temps sur Internet à planifier la vie de nos futurs enfants en regardant des articles de puériculture et des vêtements. Cela nous reliait et c'était en quelque sorte notre truc à nous. Nous étions impatients de commencer ce nouveau chapitre de notre vie ensemble et tout semblait aller selon le plan. Mais ensuite, nous avons reçu une terrible nouvelle qui m'a vraiment bouleversé. Après quelques mois d'essais pour concevoir, nous avons consulté un médecin pour savoir ce qui n'allait pas. Pour faire court, c'était moi. Le médecin nous a essentiellement informé que nos chances de devenir parents naturellement étaient très faibles car mon taux était bien trop bas. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je me sentais inutile. Tous nos projets se sont envolés en un clin d'œil. J'ai été très durement touché, vraiment. J'ai fini dans un état assez lamentable pendant un certain temps. J'étais complètement démoli au début mais la thérapie m'a finalement aidé. Au départ, elle semblait plutôt compréhensive, affirmant que cela n'avait pas d'importance et qu'elle serait heureuse rien qu'avec nous deux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont elle le disait depuis le début. Elle semblait avoir tourné la page beaucoup trop rapidement. Un jour, elle parlait de fonder une famille, et le lendemain elle affirmait qu'elle n'avait pas besoin d'enfants pour être heureuse. Je comprends que les gens changent d'avis, mais son comportement entier me paraissait étrange. Elle était passée de l'obsession des prénoms de bébé à ne plus jamais mentionner les enfants. De plus, elle semblait me voir sous un jour différent. Elle se mettait soudainement à faire de petites remarques qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Comme le fait que je ne prenais pas soin de moi, que je devrais faire du sport ou être plus productif à la maison. Oui, j'avais peut-être pris un peu de poids, mais elle semblait constamment chercher des raisons pour me critiquer. Elle éludait mes questions sur ce changement d'attitude soudain. Elle prétendait que j'étais trop sensible et que je me faisais des idées, mais je savais qu'il y avait un problème. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée, celle qui passait des heures à discuter avec moi de notre avenir. Elle n'était pas particulièrement méchante, mais il y avait une certaine froideur en elle, comme si elle était déjà partie mentalement et jouait simplement un rôle. Je suppose qu'avec le temps, j'ai fini par la croire quand elle me disait que tout allait bien, afin de ne pas paraître dans le besoin ou insécure, j'ai arrêté d'insister. De toute façon, après quelques années, nous nous contentions de survivre. Nous étions entrés dans une routine où nous ne parlions presque plus de rien d'important. Nous ressemblions plus à des colocataires qu'à un couple marié. Elle rejetait toujours mes tentatives de discussion sur d'autres options comme l'adoption ou la gestation pour autrui en disant qu'elle ne voulait pas y penser. Je ne l'ai jamais vraiment cru quand elle disait « Tant qu'on est ensemble, je suis heureuse ». Elle semblait plus essayer de se convaincre elle-même que moi. Soudainement, elle m'annonce qu'elle veut faire un voyage entre filles. Or voyager avec ses amis n'avait rien d'inhabituel, elle l'avait déjà fait plusieurs fois et je l'avais toujours encouragée. Depuis longtemps, elle parlait de vouloir voyager en Amérique avec ses copines alors que nous vivions à Brighton. Nous avions développé cette confiance au fil des années, donc je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai donc veillé à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, je l'ai aidée à faire ses valises et je l'ai conduite à l'aéroport. Je me souviens de ses derniers mots avant de partir. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Merci d'être aussi compréhensif ». J'ai trouvé cela un peu étrange qu'elle dise ça car je n'avais rien fait de particulièrement remarquable, mais elle paraissait si sincère que j'ai mis ça sur le compte de la gratitude. Je suis resté éveillé cette nuit-là pour m'assurer que tout se passait bien en l'appelant lorsqu'elle atterrirait. Je me suis occupé à la maison en regardant la télé, gardant un œil sur l'heure et j'ai attendu qu'elle m'envoie un message pour me dire qu'elle avait atterri car son vol devait durer environ 9 heures. Je l'ai appelée dès que j'ai vu que son vol avait atterri. Le téléphone sonnait mais personne ne répondait. Je n'y ai pas trop pensé car j'ai supposé qu'elle était épuisée et qu'elle était peut-être allée directement à son hôtel pour dormir. Cependant, le matin venu, je n'avais toujours pas eu de nouvelles. Un doute a commencé à me ronger. J'ai pensé qu'elle était peut-être simplement occupée ou que son téléphone était en mode silencieux, alors j'ai essayé de rappeler et je lui ai envoyé quelques messages. Cependant, après encore quelques heures de silence radio, j'étais officiellement en train de paniquer. J'ai fini par appeler sa sœur pour vérifier si elle avait eu de ses nouvelles, rien. J'étais vraiment en train de paniquer à ce moment-là. En espérant qu'il s'agissait d'un problème avec son téléphone ou qu'elle n'avait simplement pas eu le temps de me contacter, j'ai même appelé ses amis qui étaient censés voyager avec elle. Cependant, elles étaient aussi perplexes que moi lorsque je les ai appelées,
Elle ne l'avait pas accompagnée. Elles étaient chez elle, prenaient un café à 2 rues de là. C'est là que j'ai vraiment compris. Elle n'était pas partie avec des filles, elle n'avait pas d'amis, elle n'avait accompagné personne nulle part, elle avait simplement disparu. C'était comme si mon estomac s'était effondré alors que j'étais assis avec le téléphone. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi m'aurait-elle menti? Pourquoi ne m'aurait-elle pas prévenu avant de partir? J'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait d'une erreur, qu'elle avait peut-être raté une correspondance ou qu'elle n'avait pas pu poursuivre à cause d'une urgence, mais je savais au fond de moi qu'elle avait planifié cela. Merci d'être si compréhensif, et tout le voyage entre filles faisait partie de ce qu'elle avait imaginé. J'étais perdu. Je n'arrivais pas à me réveiller, comme si je vivais un cauchemar. Je n'avais jamais épousé une femme comme ça. Je ne reconnaissais même pas cette personne. La froideur, la façon dont elle avait cessé de parler de notre avenir, et ses petites remarques sur mon apparence et ma santé prenaient tout leur sens. Je ne l'avais tout simplement pas remarqué ou peut-être que je ne voulais pas voir qu'elle s'éloignait depuis un moment. Je suis resté là à regarder mon téléphone ce soir-là en espérant un appel, un message, n'importe quoi. Mais rien n'est arrivé et je savais au fond de moi que rien ne viendrait. Je me souviens avoir regardé le plafond allongé là. Le lendemain matin, je me suis réveillé en pensant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, mais quand j'ai vu que son côté du lit était vide, la réalité m'a frappé. Elle était bel et bien partie. Elle avait fait ses valises et avait disparu. Les promesses que je m'étais faites la veille, peut-être qu'elle est en retard ou que son téléphone est mort, ne tenaient plus. Il était évident qu'elle avait planifié cela et qu'elle voulait partir. J'étais complètement dans le déni pendant les premiers jours. Je continuais d'appeler son téléphone en espérant entendre sa voix et peut-être obtenir une explication. Je laissais même des messages. Je les laissais en espérant qu'elle comprendrait, même si la moitié du temps je ne savais même pas quoi dire. Cependant, je n'ai reçu que le silence, ce qui, étrangement, rendait les choses encore pires. C'était comme si j'avais été un étranger pour elle depuis le début et que j'étais laissé seul à essayer de comprendre ce qui avait mal tourné. Sa famille était au départ aussi surprise que moi. Il n'avait pas eu de ses nouvelles et sa mère ne savait rien de ses projets. Au final, je me suis rendu chez eux plus de fois que je ne peux m'en souvenir afin de parler à sa mère et d'obtenir des réponses. Il devait avoir de la peine pour moi. Quand je n'arrivais même plus à cuisiner, sa mère me préparait des repas et me laissait parfois rester chez elle. Elle restait assise pendant que je parlais de toutes les petites choses qui n'avaient aucun sens, essayant de comprendre comment ma vie était devenue si compliquée si soudainement. Et pour être honnête, il y avait des moments où j'étais trop engourdi pour parler, je restais juste là en silence. J'oscillais entre la colère, le désespoir et le remords. Qu'est-ce qui avait mal tourné? C'est une question que je me posais sans arrêt. Avais-je manqué un signe? Est-ce que je ne faisais pas assez attention à elle? Certains jours, je repassais toutes nos disputes et conversations, essayant de déterminer ce qui avait pu la pousser à partir. Je ne cessais de penser à ce que j'aurais pu faire mieux, à comment j'aurais pu sauver notre mariage. Cela peut sembler dramatique, mais j'étais complètement obsédé par l'idée de comprendre. C'était comme si la réponse allait tout réparer. Je dormais à peine, je ne mangeais presque plus, et mon travail commençait aussi à en souffrir. Les gens le remarquaient. Quand ils me demandaient si j'allais bien, je répondais simplement que j'étais occupé par des affaires personnelles. Admettre la vérité, le fait que ma femme m'avait abandonné sans un mot, était humiliant. J'ai fini par en parler à quelques amis proches, et ils ont fait de leur mieux pour me changer les idées, m'emmenant sortir et m'encourageant à aller de l'avant. Mais même avec eux, je pensais encore à elle, je me demandais où elle était, et pourquoi je n'avais pas suffi à la retenir. L'un des pires aspects, c'était les questions incessantes des autres, voisins, proches, connaissances, anciens collègues qui savaient que j'étais marié. C'était comme arracher une nouvelle croûte à chaque fois que quelqu'un demandait « Alors, la vie de couple, ça se passe bien? Et ta femme ?» Je souriais simplement et répondais que tout allait bien, car je n'avais pas le courage de leur dire qu'elle était partie, mais chaque mensonge que je répétais devenait de plus en plus lourd à porter. La seule chose qui m'a réellement aidé, c'est la thérapie. Je n'y étais jamais allé avant, mais j'ai compris que je ne pouvais pas gérer ça tout seul. Après quelques mois à fonctionner à peine, j'ai contacté un thérapeute et j'ai commencé à y aller une fois par semaine pour parler à quelqu'un d'impartial, quelqu'un qui ne connaissait pas notre histoire. Ça m'a fait du bien. Je déversais toute ma colère, ma trahison, le vide qu'elle avait laissé dans ma vie. Je parlais sans fin des nuits sans sommeil, à revivre encore et encore les mêmes souvenirs. Le thérapeute m'a aidé à comprendre que, si elle avait voulu être là, elle y serait encore. Ce n'était pas ma faute. Elle avait pris la décision de partir. C'était une vérité difficile à accepter. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais défectueux, que j'avais dû la repousser d'une façon ou d'une autre. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'avais choisi d'ignorer sa froideur et sa distance persistante, en espérant que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes.
Je m'étais convaincu que je pouvais garder mon calme et sauver notre mariage par mes seuls efforts. Réaliser que ce n'était pas le cas m'a fait mal. Avec le temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie petit à petit. Ce n'est qu'après son départ que j'ai compris tout ce que j'avais perdu dans ce mariage. J'avais toujours été celui qui faisait de son mieux pour qu'elle soit heureuse et que notre vie à la maison soit agréable, mais maintenant que j'avais tellement de temps libre, je ne savais plus quoi faire. J'ai donc recommencé à m'intéresser à d'anciennes passions que j'avais oubliées. J'ai essayé de nouvelles recettes, je suis retourné à la salle de sport, j'ai commencé à lire les livres que j'avais mis de côté. Mon travail aussi s'est amélioré avec le temps. Au début, je faisais à peine le minimum, comme un automate. Mais au fur et à mesure que je me sentais redevenir moi-même, j'ai recommencé à m'investir dans mon boulot. C'était l'un des rares aspects de ma vie sur lesquels j'avais encore un certain contrôle, et cela me donnait un sentiment d'accomplissement. J'avais toujours été compétent, mais cette fois, j'y mettais tout mon cœur. Les heures supplémentaires, la concentration, ont fini par payer. J'ai eu une promotion. Quelque chose que je n'aurais jamais obtenu si j'étais resté à me morfondre dans mes problèmes. Il y avait bien sûr encore des jours douloureux. Une photo, un vieux ticket de cinéma ou d'autres petits objets me ramenaient parfois brutalement à des souvenirs que je m'efforçais d'oublier. En les regardant, je me demandais ce qui avait bien pu lui passer par la tête, si elle pensait à moi, si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais peu à peu, ces moments se sont espacés. J'arrivais à laisser partir ces souvenirs un peu plus vite, à tourner la page un peu plus facilement à chaque fois. J'ai aussi repris contact avec des gens que je ne voyais plus beaucoup depuis mon mariage. On a recommencé à faire des activités ensemble, comme des randonnées ou aller aux practices de golf, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Avoir des gens autour de moi qui n'étaient pas impliqués dans ce drame, qui pouvaient m'aider à avancer sans me replonger dans la douleur, m'a fait un bien fou. Avec le recul, j'ai réalisé que j'avais investi beaucoup trop de moi-même dans cette relation, dans le rôle de mari. J'ai eu l'impression d'avoir perdu une grande partie de mon identité quand elle est partie, comme si elle avait emporté une partie de moi avec elle. Mais je me redécouvrais, morceau par morceau. Ce n'était ni rapide ni facile, mais je progressais. J'étais enfin capable de voir quelqu'un dans le miroir qui n'était pas défini par les actes d'une autre personne. À la fin de cette année, je n'étais plus seulement l'homme que sa femme avait. Je m'étais reconstruit, j'avais survécu, et j'étais plus fort désormais. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir vraiment vivre ma vie sans qu'elle plane au-dessus de moi comme une ombre. Pour être honnête, j'en étais fier. Je croyais que j'avais tourné la page. Après tout ce chaos, la vie semblait enfin redevenir normale, ou aussi normale que possible. Mon travail allait très bien, mes amis me tenaient occupé, et j'avais établi une routine bien rodée. Même mes pensées quotidiennes à son sujet s'étaient arrêtées. J'avais encore de temps à autre des flashbacks de souvenirs bizarres, mais ce n'était plus aussi fréquent qu'avant, quand tout me rappelait son absence. Elle était donc la dernière personne que je m'attendais à voir quand quelqu'un a frappé à ma porte un samedi matin, mais c'était elle, avec un bébé dans les bras, sur le seuil. J'ai senti le froid me gagner. C'était comme voir un fantôme, et pendant un instant, mon cerveau s'est figé. Elle avait encore l'air d'elle-même, peut-être un peu fatiguée. Elle m'a regardé comme si elle pensait sincèrement que j'allais être heureux de la revoir. Je pensais avoir cessé de ressentir quoi que ce soit pour elle, alors oui, ça m'a vraiment frappé. La revoir a réveillé en moi des émotions que je croyais enfouies. Au début, je n'ai rien dit. Je me suis contenté de la regarder, debout là comme si de rien n'était. Elle m'a souri avant de demander « Est-ce que je peux entrer ?» Le culot, vraiment. Je veux dire, elle débarque ici comme si je devais l'accueillir à bras ouverts après tout ce qu'elle m'a fait. Cependant, je suis resté calme et je lui ai dit « Non, tu peux rester là où tu es », en expliquant que je ne voulais pas qu'elle entre chez moi, ramenant tout ce tumulte dans le seul espace que j'avais réussi à reconstruire pour moi-même. Malgré son apparence un peu désemparée, elle est restée sur place et s'est simplement lancée dans son histoire. Elle a commencé en disant « Je sais que c'est peut-être un choc, mais je voulais revenir et tout expliquer ». Son expression était pleine d'espoir, comme si elle croyait sincèrement que j'allais accepter de l'écouter. J'ai été tenté de refermer la porte et de lui rire au nez, mais j'étais trop intrigué. Je voulais comprendre pourquoi elle avait disparu et quelle excuse elle avait pu inventer. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle avait commis une erreur en partant, qu'elle avait réalisé qu'elle avait perdu la plus belle chose qui lui était jamais arrivée, ses mots, pas les miens. Elle affirmait avoir beaucoup réfléchi, et que le fait d'avoir cet enfant lui avait fait prendre conscience de ce qui comptait vraiment dans la vie. Après des années à m'ignorer, voilà que ce qui comptait le plus sonnait soudainement à ma porte. « C'est notre seconde chance », a-t-elle déclaré en regardant le bébé. Ce que j'entendais me paraissait irréel. Notre seconde chance, comme si cet enfant était une sorte de bouton magique de réinitialisation qui allait nous permettre de reprendre là où nous nous étions arrêtés. À l'intérieur, j'étais furieux, mais j'ai tenté de garder un visage neutre. Elle a continué en ajoutant que, bien qu'elle ait fait une énorme erreur,
nous pouvions tout recommencer, tous les trois. Elle voulait que nous redevenions une famille. Pourquoi es-tu parti ? Fut la question que je lui ai finalement posée, celle qui me hantait depuis qu'elle avait réapparu. J'ai essayé de parler aussi calmement que possible, mais je ne savais pas combien de temps encore je pourrais contenir mes émotions. Maintenant qu'elle était là, j'avais besoin d'entendre la vérité de sa bouche, après m'être torturé pendant des années avec toutes les hypothèses possibles. Après avoir hésité, regardé ses pieds comme si elle avait honte, elle a fini par me dire la vérité, ou du moins ce que je pensais être la vérité. Elle a reconnu être partie parce qu'elle voulait un enfant et qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait lui en donner un, contrairement à moi. Elle a dit ça comme si ce n'était rien, comme si elle n'avait pas brisé ma vie, comme si je devais simplement hocher la tête et accepter. Elle a précisé que l'homme avec qui elle était partie n'était plus là, mais qu'elle avait eu le bébé, et qu'elle avait soudainement compris qu'elle voulait revenir vers moi. Facile. Je suis resté là, à réfléchir à ce qu'elle venait de dire. Elle était là, m'avouant qu'elle m'avait quitté, qu'elle était partie avec un autre homme, qu'elle avait eu son enfant, et qu'à présent elle espérait que je passe l'éponge, comme si de rien n'était. Alors tu es parti, tu as trouvé quelqu'un d'autre, tu as eu son enfant, et maintenant tu penses que tu peux revenir comme si rien ne s'était passé, lui ai-je demandé. Elle s'est effondrée en larmes et s'est excusée, reconnaissant avoir fait une énorme erreur, mais je suis resté de marbre. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle savait qu'on était fait l'un pour l'autre et que j'étais celui qu'elle aimait vraiment. Honnêtement, j'avais du mal à garder mon sérieux. Elle paraissait tellement déconnectée que j'étais choqué. Je pouvais voir sur son visage que ce n'était pas de l'amour, c'était du désespoir. Elle a ensuite essayé de me faire culpabiliser en parlant sans fin des difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que mère célibataire. Elle essayait même de se faire passer pour la victime, comme si ses propres choix ne l'avaient pas menée là. Elle m'a assuré qu'elle était prête à tout recommencer et qu'elle avait besoin de mon aide. Mais pour qui me prend elle, n'arrêtais-je pas de penser. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, mais j'en avais assez. Je lui ai dit directement, tu as fait ton choix il y a longtemps, maintenant tu dois vivre avec. Il n'y aura pas de seconde chance. Elle avait l'air stupéfaite, comme si l'idée que je puisse dire non ne lui avait jamais traversé l'esprit, comme si elle croyait sincèrement pouvoir revenir dans ma vie juste parce que cela l'arrangeait. Elle s'est alors énervée. Juste au moment où je pensais qu'elle allait enfin comprendre et partir, elle s'est mise en colère contre moi, m'accusant d'être égoïste et exigeant que je lui donne une nouvelle chance de se racheter. Elle a dit qu'elle aurait pu prendre la moitié de tout et divorcer si elle l'avait voulu. Elle a même osé dire que la maison devrait encore lui appartenir. J'ai ressenti un immense soulagement en voyant enfin son vrai visage ressortir. J'étais en train de voir qui elle était vraiment. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je n'ai pas haussé le ton. Nous, c'est terminé. Tu voulais une autre vie, maintenant tu l'as. Ce n'est plus mon problème. C'est tout ce que je lui ai dit en la regardant, puis j'ai fermé la porte en plein milieu de sa phrase. J'ai été envahi par un étrange sentiment de paix en l'entendant hurler, étouffé par la porte. Elle pouvait crier, pleurer, frapper, je savais que je ne la laisserais jamais revenir. La femme que j'avais aimée et épousée avait été remplacée par cette étrangère qui pensait pouvoir ramasser les morceaux quand ça lui chantait. En me détournant de la porte et en m'asseyant, je me suis senti plus léger que depuis des années. Je crois que c'était la fin. Je pensais qu'en fermant la porte, elle comprendrait et partirait. Mais non, elle s'est mise à marteler la porte en criant toutes sortes de choses. J'en revenais pas. Elle avait le culot de se tenir là et d'exiger que je l'écoute, alors que j'étais dans le seul endroit qui m'avait permis de me reconstruire après la catastrophe qu'elle avait causée. J'ai d'abord pensé à l'ignorer jusqu'à ce qu'elle se fatigue, mais ma curiosité l'a emportée. Je voulais savoir quel type d'excuse elle allait sortir cette fois. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour lui montrer que je l'écoutais, sans l'inviter à entrer. Elle avait l'air stupéfaite que je ne lui donne pas la réaction qu'elle espérait, comme si je venais de lui donner une gifle, comme si on avait une dispute ordinaire et non pas une histoire d'abandon. Elle s'est lancée dans un long monologue, exprimant sa volonté de me pardonner de lui avoir claqué la porte au nez et son désir de repartir à zéro. Elle n'arrêtait pas de dire que si on y mettait tous les deux d'une autre, on pourrait arranger les choses. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai ri, vraiment ri, parce que cette femme avait plus de culot que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et là, elle s'est mise en colère, comme si c'était moi le méchant de ne pas vouloir l'écouter. Je lui ai dit, tu es parti. Tu as eu ta chance et tu l'as gâchée. Je ne vais pas faire comme si rien ne s'était passé juste parce que toi, tu le veux. Son visage est devenu écarlate et elle s'est mise à parler de combien elle s'était sentie perdue après être partie, qu'elle avait compris son erreur trop tard. Tu ne comprends pas à quel point ça a été difficile pour moi, disait-elle. Mais je ne la croyais pas. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait pris la décision de partir. Elle avait planifié ça, inventé un mensonge, et l'avait exécuté. Son regret ne signifiait plus rien. C'est laquelle a perdu les pédales. Elle a changé complètement de ton. Fini la femme triste et repentante, elle s'est mise à m'attaquer,
m'accusant d'être injuste et de manquer de générosité pour ne pas lui accorder une seconde chance. Si j'avais voulu, j'aurais pu tout te prendre à l'époque. J'aurais pu prendre la moitié de tout ce que tu possèdes, a-t-elle lancé avec arrogance. Je suis resté là, bouche bée. Cette femme, qui m'avait abandonné sans dire un mot, pensait maintenant qu'elle méritait une sorte de récompense pour ne pas m'avoir traîné en justice, comme si je devais la remercier de ne pas avoir été aussi horrible qu'elle aurait pu l'être. Je lui ai répondu, et donc, je suis censé être reconnaissant? Reconnaissant que tu m'as seulement abandonné sans emporter mes affaires. Son expression était un mélange de rage et de quelque chose d'autre, peut-être du désespoir ou de la culpabilité, alors qu'elle me regardait. Mais pour être honnête, je m'en fichais complètement à ce moment-là. J'en avais terminé. C'était là que toutes ces années passées à me remettre en question, à me sentir coupable et à me demander si j'étais responsable de son départ, se sont évanouies. Je me suis senti libéré du poids que je traînais depuis si longtemps en la voyant enfin telle qu'elle était réellement. Mais elle n'en avait pas fini. Elle s'est mise à faire les 100 pas sur mon perron, en se plaignant que j'allais regretter de ne pas lui avoir donné une autre chance et que je ne trouverais jamais quelqu'un comme elle. En fait, elle essayait de me faire croire que j'étais celui qui perdait quelque chose en refusant de la reprendre. C'était étrange, comme si c'était à moi de la supplier de rester. C'était pourtant elle qui avait tout détruit. Elle haussait de plus en plus le ton, se plaignant que je l'avais poussée à partir. Puis, voyant que je ne céderais pas, elle déclara que rien de tout cela ne se serait produit si j'avais été plus compréhensif à propos de toute cette histoire d'enfant. Selon elle, j'avais échoué en tant que mari parce que je ne pouvais pas concevoir, ce qui justifiait en quelque sorte qu'elle parte avoir un enfant avec un autre. Une gymnastique mentale incroyable. Pour être honnête, j'étais choqué qu'elle ose me faire porter la responsabilité de ses choix. Je lui ai dit franchement, écoute, si tu voulais un enfant à ce point, tu aurais pu me dire la vérité. Il n'était pas nécessaire de me mentir en faisant semblant que tout allait bien pendant que tu préparais ta fuite. Elle n'a rien répondu, elle m'a juste regardé comme si je l'avais giflé. Mais je l'ai coupée avant qu'elle ne parle. Tu as fait ce choix toute seule, et maintenant tu dois vivre avec. Ce n'est plus mon problème. Elle a tenté une dernière fois, reprenant une expression abattue, et m'a supplié de penser à l'enfant et à l'injustice que je faisais en l'ignorant. Elle a littéralement utilisé l'enfant qu'elle portait dans ses bras pour me culpabiliser, comme si j'étais le méchant dans cette histoire. Mais je n'y croyais pas une seconde. J'ai répondu, je ne connais pas cet enfant. Je n'ai rien à voir avec lui. Il n'est pas à moi, et toi non plus. C'était la fin. Je voyais bien qu'elle comprenait enfin. Elle savait que je ne changerais jamais d'avis, que je ne la laisserais jamais revenir dans ma vie. Je voyais la rage s'effacer, remplacée par autre chose, peut-être du vrai regret ou simplement de l'épuisement. Mais cela m'importait peu. Elle avait essayé de me piétiner, et attendait que je sourie et la remercie. À présent, elle n'était plus qu'une étrangère. Elle est restée là quelques secondes de plus, comme si elle attendait que je la rappelle. Mais je n'ai rien ajouté. Lorsqu'elle a compris que je pensais chaque mot que j'avais dit, je me suis contenté de l'observer en silence. Puis j'ai fermé la porte, sans un regard en arrière. Et je n'ai pas attendu qu'elle frappe à nouveau. Cette fois, au fond de moi, je savais que ma décision était prise, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis senti vainqueur en m'éloignant de la porte. C'était fini. Même si elle avait tant espéré revenir, utilisant la manipulation pour réintégrer ma vie, j'étais libre. Il n'y aurait pas de deuxième chance, ni pour elle ni pour nous. Elle n'était plus qu'un souvenir, que j'avais enfin relégué au passé. Je me sentais enfin respirer après toutes ces années de souffrance et de honte. Et devinez quoi? C'était agréable. Une étrange sensation de tranquillité m'a envahi dès que j'ai fermé cette porte derrière elle. Je ne ressentais plus ni tristesse, ni colère, ni même de la surprise. Tout le chagrin, la honte, et les années de doute avaient simplement disparu. J'étais prêt à aller de l'avant, car j'avais trouvé la fermeture dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Cette fois, tout était vraiment terminé. Mais naturellement, ce n'était pas aussi net que je l'aurais souhaité. Sa mère m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Elle s'est excusée, disant qu'elle était embarrassée par la façon dont sa fille avait géré les choses et qu'elle avait essayé de la raisonner, en vain. Sa mère était une bonne personne. Elle m'avait beaucoup soutenu quand sa fille était partie, et je voyais qu'elle souffrait vraiment de la situation. Je n'avais rien contre elle, mais je ne voulais pas être à nouveau mêlé à tout ça. J'ai simplement répondu « merci de prendre des nouvelles », et rien de plus. Je n'allais pas perdre de temps à justifier ma décision, ni à donner plus d'informations à sa mère. Elle a compris que c'était terminé. Les semaines suivantes, j'ai appris quelques bribes via les réseaux sociaux et des connaissances communes. Elle était apparemment retournée vivre chez ses parents, et les choses n'allaient pas bien. Le père de l'enfant, l'homme pour qui elle m'avait quitté, n'était pas du tout impliqué. Il avait disparu. Elle devait se débrouiller seule, car cet homme n'avait jamais eu l'intention de s'engager à long terme.
Peu de gens voulaient l'aider, car elle avait brûlé tous ses ponts. Ses anciens amis, ceux qui m'avaient soutenu lors de sa disparition, ne ressentaient aucune pitié pour elle. Ils n'étaient pas pressés de replonger dans son drame, car ils avaient tous avancé. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ses parents non plus n'étaient pas ravis. Ils n'avaient pas les moyens de subvenir à ses besoins ni à ceux de l'enfant. Je le savais, car son père m'a appelé peu après le message de sa mère. Ma curiosité a pris le dessus, je n'ai failli pas répondre. Il a été direct mais poli. Il m'a expliqué qu'il rencontrait des difficultés financières et a suggéré que je pourrais peut-être les aider d'une manière ou d'une autre. Il a continué à parler de l'enfant et de leurs problèmes, disant « On sait que tu tenais à elle autrefois ». J'ai écouté poliment, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement. Lorsqu'il a commencé à répéter qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour se relever, je lui ai répondu calmement que sa fille avait fait ses propres choix et que je n'étais ni dans la position ni dans l'état d'esprit pour l'aider. Il a compris, car il n'a pas insisté. Peu après, ses amis, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ont commencé à me contacter. Certains ont essayé de me culpabiliser, disant qu'elle traversait un moment difficile et que je pourrais peut-être lui redonner une chance. Elle a même eu l'audace de dire que l'enfant avait besoin d'une figure paternelle, et que je ne devais pas laisser ma rancœur m'empêcher d'aider. Mais je n'ai pas cédé. Je n'allais pas me laisser culpabiliser pour avoir pris ma propre décision. Je lui avais tout donné, après des années à me sentir insuffisant, et elle avait tout jeté. Au lieu de compter sur moi pour la sauver, elle devrait au moins assumer ses responsabilités. Les appels et les messages ont peu à peu diminué jusqu'à s'arrêter complètement. Tout le monde a fini par comprendre que j'étais sérieux, que j'avais tourné la page, et que je ne me laisserais plus piéger. C'est alors que la vraie paix est arrivée. Pour la première fois depuis des années, ma vie était paisible, normale. J'avais mes amis, mon travail, mes habitudes. J'avais reconstruit ma vie à mes conditions, ce n'était pas spectaculaire ni luxueux, mais c'était la mienne. Ironiquement, j'ai recommencé à prendre plaisir aux petites choses, celles que j'ignorais lorsque j'étais marié. Je lisais les livres que je voulais lire depuis des années, je cuisinais, je me promenais. Ça faisait du bien d'être libre, et j'ai compris que je pouvais vivre comme je l'entendais, sans avoir à demander l'approbation de quiconque. Je ne me souciais plus de plaire aux autres. Pour une fois, j'avais l'impression d'avoir repris possession de ma vie. Parfois, je croisais quelqu'un qui nous connaissait tous les deux et qui me demandait « Qu'est-ce qu'elle devient ?» Je répondais brièvement, poliment, puis changeais de sujet. Je ne voulais tout simplement plus revenir sur un chapitre définitivement clos. Ce n'était pas que je cachais quoi que ce soit. J'avais simplement appris à la laisser dans le passé. Quand on me demandait quand j'avais eu de ses nouvelles pour la dernière fois, la réponse était claire, les choses n'allaient pas bien pour elle. Elle passait toujours d'un canapé d'amis à l'autre ou chez ses parents, et elle avait du mal à garder un emploi. Parfois, des personnes que je ne fréquentais pas vraiment me contactaient pour m'apprendre qu'elles cherchaient de l'aide, de n'importe qui. Certains laissaient entendre qu'elle espérait toujours que je change d'avis et que je devienne le père de son enfant. Mais cela n'allait jamais arriver. J'avais investi trop de temps et d'énergie pour reconstruire ma vie pour envisager un tel retour. Je ne serais pas son filet de sécurité. Ce n'est pas parce que les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'espérait que c'était à moi d'en ramasser les morceaux. Rien ne me ramènerait à ce chapitre. J'en avais fini. En fin de compte, je crois que j'ai trouvé la clôture dont j'avais besoin. Elle subissait désormais les conséquences de ses choix. Quant à moi, c'était la première fois depuis son départ que je me sentais vraiment, profondément libre. J'en avais assez qu'elle plane au-dessus de ma vie. J'étais heureux d'avoir tourné la page, pas de manière dramatique, mais simplement, paisiblement. Et devinez quoi ? C'était largement suffisant. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires vraies aussi choquantes qu'inspirantes.